Bonjour à tous. Alors, comme annoncé sur ma page Facebook, nous nous retrouvons ce soir pour mon premier live qui est dédié aux particuliers qui envisagent de vendre ou d'acheter leurs biens immobiliers. Alors, très rapidement, je vais me présenter. Je suis Sophie Avédian du réseau Expertimo sur Aix-en-Provence. Et j'ai décidé pendant le confinement, c'est cette période de tranquillité où j'ai eu le temps de réfléchir, et j'ai donc décidé d'aller davantage à votre rencontre pour échanger avec vous et pour vous donner de l'information utile dans votre projet immobilier et éventuellement pour répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, en fait, le sujet que j'aborde vient du fait que pendant mes vacances, j'ai rencontré un couple de personnes qui avaient un projet immobilier sur Lyon. Alors ce soir, ils ne pourront pas venir. Il s'agit de Charles et d'Amandine parce qu'ils ont un rendez-vous à cette heure-ci. Mais au cours d'une randonnée qu'on a faite ensemble, ils m'ont parlé de leurs problèmes parce que Amandine souhaitait vendre leur appartement avant d'acheter, alors que Charles voulait acheter d'abord et vendre ensuite. Donc, ils n'étaient pas d'accord. Et donc, on a eu une conversation à ce sujet et je leur ai dit, comme j'envisage de faire des lives, mon premier sujet, ça sera celui-là. Donc, effectivement, se pose la question lorsque vous envisagez de vendre, si vous voulez vendre avant d'acheter ou acheter d'abord et vendre ensuite. Alors, les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et pour notamment parler de ces aspects, j'ai invité un courtier financier qui s'appelle Bruno Lepelletier, qui travaille chez CAFPI et qui, je vais d'ailleurs partager mon écran avec lui. Voilà. Bonjour Bruno. Bonjour Sophie, ravi d'être ici, merci de l'invitation. Bruno qui travaille à Aix-en-Provence et qui a la gentillesse de venir consacrer une demi-heure à peu près. Bon, le live durera entre 20 minutes et une demi-heure pour répondre à vos questions si vous en avez ou pour expliquer en tout cas et donner son point de vue. D'ailleurs, si certains se connectent à mon live, eh ben, vous seriez gentils. Comme c'est mon premier live, je suis pas encore très au fait, mais vous pouvez faire un petit coucou pour me dire si vous êtes là. Donc, je vais d'abord expliquer mon point de vue, Bruno, par rapport à ces deux options, vendre d'abord, acheter ensuite ou l'inverse. Et puis, tu peux rajouter des remarques si tu en as au fur et à mesure. Et puis, on abordera dans une deuxième partie la question surtout du pré-relais, puisque c'est un des sujets qui interpelle beaucoup de vendeurs potentiels. Allez, Donc, parfait. la première option, effectivement, c'est de vendre d'abord votre logement et acheter ensuite. Imaginons que vous ayez un appartement qui est trop petit ou qui n'a pas d'extérieur. Et c'est vrai que la question s'est posée assez souvent suite à ce confinement. On a aujourd'hui une très forte demande de personnes qui veulent un extérieur parce que ça a été compliqué pendant les 2 mois de confinement. Et donc, ils veulent vendre leur logement pour acheter quelque chose de plus grand ou en tout cas avec un extérieur un peu plus sympa. Et c'est vrai que vendre d'abord, on est dans une configuration où on a une visibilité parfaite par rapport à son plan financier, puisque on sait, on a l'information de combien on vend son appartement et on peut aller voir à ce moment-là son banquier ou un courtier financier pour avoir une idée précise si on peut emprunter davantage et donc avoir une idée précise de qu'est-ce qu'on pourra acheter suite à la vente de son logement. L'inconvénient que j'y vois tout de suite, c'est bien sûr que vous allez devoir, entre le laps de temps où vous vendez votre bien et celui où vous achetez votre nouveau logement, vous allez devoir trouver une location et faire 2 déménagements, sauf si bien sûr vous arrivez à acheter et à vendre en même temps, ce qui peut se faire, bien sûr, mais ça demande une certaine réactivité pour arriver à faire les 2 signatures le même jour. L'autre, Alors, d'ailleurs, je rajoute une autre option
pour éviter éventuellement une location, c'est de prévoir dès la mise en vente de son appartement une vente longue, c'est-à-dire on prévient à ce moment-là les acquéreurs au moment de la mise en vente de son bien qu'on souhaite se donner un laps de temps plus important pour aboutir à la signature, à l'acte définitif. Ça peut aller jusqu'à 1 an, voire plus. Voilà. Mais le tout, c'est que les personnes soient averties du délai que vous vous donnez pour vendre votre logement. Donc ça, c'est la première option. Alors, si je peux rajouter juste un petit quelque chose sur la première option, c'est aussi l'option où les acquéreurs auront l'enveloppe de financement la plus importante. Parce qu'on le verra, on en parlera plus tard par rapport au pré-relais. Il y a quand même une pondération. Et il y a aussi un moment pendant le pré-relais où le taux d'endettement fait que on va être un petit peu plus limité sur l'enveloppe finale. Donc, selon le montant du bien qu'on veut acheter, des fois, passer par la solution 1, c'est là où on va avoir une force de frappe la plus importante par rapport au budget. D'accord. Ok, j'avais pas cette notion en tête. Donc pour aller sur la deuxième option qui donc consiste à acheter d'abord et vendre ensuite, bien entendu, ça vous laisse la possibilité de ne pas rater un coup de cœur. Voilà, vous êtes tombé amoureux d'une maison, eh bien vous décidez de l'acheter et ça vous permet de ne pas passer à côté. Ça vous évite également de faire 2 déménagements et de prendre une location. Donc ça, c'est des avantages certains. L'inconvénient qui n'en est peut-être pas un d'ailleurs, c'est que, en tout cas, ça vous inquiète, ça inquiète beaucoup de personnes, c'est de prendre un pré-relais. Et c'est vrai que c'est une option qui souvent fait peur aux vendeurs. Donc bon, moi c'est pas mon métier, je suis pas courtier financier, donc c'est pour ça que j'ai invité Bruno pour qu'il vous explique tout le fonctionnement du pré-relais. Et si vous avez des questions, en tout cas moi j'en ai un certain nombre, Bruno, tu pourras nous y répondre. Allez. Voilà, donc je te laisse la parole. Ok, bah alors c'est vrai que le pré-relais c'est quelque chose qui fait beaucoup peur parce que c'est un produit qui est un peu complexe, c'est pas de la physique quantique, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à conceptualiser, c'est pas forcément facile à expliquer. Donc souvent, j'ai souvent des gens qui vont voir leur banquier et qui comprennent rien à ce que leur raconte leur conseiller et qui viennent nous voir parce qu'ils ont absolument rien compris au pré-relais. Donc on va faire simple, on va pas rentrer dans les détails. Faut savoir que le pré-relais, c'est vraiment, ça dépend d'une personne, d'un projet à un autre, d'un profil emprunteur à un autre. Est-ce que c'est adapté ou pas? Est-ce que c'est possible ou pas? C'est pas toujours possible de faire un pré-relais. Mais en gros, c'est quoi un pré-relais? Bah, c'est un prêt que le banquier va faire en amont d'une vente future. Donc en contrepartie du pré-relais, le banquier va vous demander de mettre immédiatement le bien à la vente. Et la durée habituelle, c'est 24 mois. Vous avez 2 ans pour vendre le bien. Donc et une fois que la vente est faite, vous n'aurez pas le choix. Le fruit de cette vente servira tout d'abord à rembourser le pré-relais. Vous n'aurez pas la main sur l'argent, ça sera directement versé à la banque dans la plupart des cas. Donc comment ça fonctionne exactement? Juste par rapport à la durée, j'avais cru que c'était 1 an, renouvelable 1 an, non? C'est pas obligatoirement 2 ans. Ouais, alors là d'une banque à l'autre, ça change beaucoup. Il y a certaines banques où c'est 24 mois plus 12. La norme, c'est 24 mois. Après, que ce soit 12 plus 12, bon, ça change pas grand-chose. On a après certains partenaires pour des projets très spécifiques qui peuvent aller jusqu'à 5 ans de pré-relais. Après, est-ce que c'est une bonne idée de faire un pré-relais aussi long? Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est possible. C'est pas impossible. D'accord. Donc de là, est-ce que c'est judicieux ou pas de faire un pré-relais? Est-ce que c'est possible ou pas déjà? La question se pose si vous avez encore un encours de prêt sur votre bien. Si vous avez on va dire vous avez acheté un appartement 300 000 euros. Si vous avez encore plus de 210 000 euros de capital restant dû sur le pré-relais ne fonctionnera pas parce que le montant du pré-relais ne couvrira pas le montant de votre prêt. Donc là, c'est pas une option qui vous est ouverte. Il va forcément falloir vendre le bien avant d'acheter autre chose. Et ensuite, comment se calcule le montant du pré-relais? Eh ben, ils vont prendre, alors là, du nouveau, d'une banque à l'autre, ça peut changer. La plupart du temps, ils prennent des estimations d'agents immobiliers à l'instant T. Ils vont prendre la plus basse et ils se basent là-dessus pour le montant du pré-relais, en sachant qu'ils pondèrent à 70%. Donc, de nouveau, on va revenir sur cet exemple d'un appartement à 300 000 euros. C'est-à-dire que le pré-relais va monter jusqu'à 210 000 euros. Vous aurez 210 000 euros pour acheter le bien suivant. Ensuite, ça peut monter aussi si vous avez déjà un compromis signé.
bah, ça peut monter à 80, 90%. Et si vous avez un compromis signé sur cet appartement et que les acquéreurs ont déjà leur prêt ou qu'ils ont renoncé à faire un prêt, là, les banques peuvent prendre jusqu'à 100% du montant du bien dans le calcul du prêt relais. D'accord. Donc, est-ce que tout le monde peut prendre un prêt relais? Alors, est-ce que Est-ce tout que le tout monde le peut monde prendre un prêt peut relais? prétendre, oui, peut prétendre à souscrire un prêt relais? Ça reste un prêt immobilier. Donc il faut remplir, il faut cocher les cases d'un prêt immobilier, c'est-à-dire qu'il faut avoir des revenus. On va quand même regarder l'endettement, même si vous faites un prêt relais sec. Voilà, ça, on peut avoir des cas d'un prêt relais où bah, le cas classique, c'est un couple âgé qui vend leur villa pour acheter un appartement. Ils vendent une villa à 1 million d'euros et ils achètent un appartement de 500 000 euros. Le montant de leur villa leur permet de couvrir. Ils font simplement un prêt relais. Il va quand même falloir que il y a des intérêts intercalaires. Vous allez payer des intérêts sur le montant débloqué du prêt relais. Il faut que vos revenus respectent la norme d'endettement à 33%. L'autre chose qui peut bloquer, c'est au niveau de l'assurance emprunteur. On va faire une assurance emprunteur sur le prêt relais, même si on va mettre que les garanties de base, décès et invalidité. Il faut quand même que vous soyez assurable. Donc si par malheur vous avez eu des soucis de santé et que vous n'êtes plus assurable, vous ne pourrez pas faire de prêt relais. Donc finalement, par rapport au taux d'endettement, la règle est la même que ce soit pour un prêt relais ou pour Tout à fait. un prêt Tout à fait. classique. Ça reste un prêt immobilier. D'accord, d'accord. Euh, Oui, donc moi je me demandais en termes de, de taux, quelle est la différence entre le prêt classique et le prêt relais? Donc tu Alors, payes les intérêts dans le prêt relais. alors j'ai préparé une petite simulation. Peut-être que je peux l'afficher à l'écran. Ah, d'accord. Alors attends, Ça sera plus parlant. Attends, hop. j'ai Tu me dis quand vous voyez l'écran. attends, là je le vois pas. Là on est comme ça et là je vois pas ton écran. Et si je me mets en plein écran, pourtant j'ai cliqué sur Ouais, désolé, hein, excusez-moi, c'est monsieur Dan, les, c'est les les aléas du aléas. direct. Tout à l'heure, ça a fonctionné. J'ai cliqué les deux, Je là où pense il y qu'il a le faut que plein écran. il faut que tu Et me là, cliques en bas, non? Parce que là, je suis en ah, bleu. pardon. Ah bah oui, voilà. Alors Voilà, attends, parfait. comme ça, voilà. Voilà. Ouais, ouais. Donc là, c'est une simulation voilà, des gens qui ont un appartement qui vaut 300 000 euros. Et il y a un enfant qui arrive ou quelque chose, ils veulent un jardin, ils en ont eu marre du confinement, et ils ont vu une jolie villa à 500 000 euros, pas loin. Ouais, c'est le Donc, cas classique c'est le cas classique qui arrive souvent. en Donc, ce moment. pour faire simple, là, on va dire que leur appartement est payé, il n'y a pas de capital restant dû à payer. Donc là, on voit dans la colonne dépenses, c'est ce qui le bien est à 500 000 euros. Vous avez les frais de notaire, garantie, de dossier, de courtage, etc. Donc il leur faut un besoin de 540 710. Le prêt relais, donc sur un appartement de 300 000 euros, on va appliquer ces 70% et on va faire un prêt relais de 210 000 euros. Là, ils ont un peu d'argent de côté, donc je les ai conseillés, je leur ai conseillé de mettre les frais annexes, ceux qui sont là, en apport, parce que toutes les banques ne considèrent pas le prêt relais comme de l'apport, faut le savoir. Et donc, il leur manque 290 000 euros pour boucler le financement et équilibrer pour arriver à acheter cette maison. Donc, le plan de financement qu'on met en place, c'est donc ce prêt relais de 210 000 euros. Vous voyez qu'il y a une durée de 24 mois. Le taux sur un prêt relais, j'ai envie de dire que ce n'est pas important parce que c'est sur une durée très courte. Donc, Oui. c'est une donnée à prendre en compte, hein, mais ça sera pas déterminant dans le choix de la banque parce que c'est pas quelque chose qui est voué à rester. Un prêt relais, généralement, il dure que quelques mois. Bien souvent, on met des prêts relais en place et en fait, pendant que l'acquisition de la maison se fait, boum, il y a un acquéreur qui se pointe et le prêt relais il dure un mois, 2 mois. Des fois, ils sont même pas mis en place parce que la vente peut se faire avant. Donc c'est pas vraiment un élément déterminant le taux. Grosso modo, ça suit. Des fois, il y a certaines banques qui ont une politique de taux de prêt relais un peu moins élevée que les prêts long terme. Là, j'ai mis le même taux, 1,50. Certaines banques se basent sur le taux du prêt long terme qu'on met en place avec le prêt relais pour déterminer le taux du prêt relais. Mais le niveau, c'est pas très important. Donc ça, comment ça va se passer? Donc un prêt relais, ça se fait en 3 phases. Donc la première phase, c'est vous achetez la nouvelle maison. Donc, vous sortez votre apport, on débloque le prêt relais, on débloque le prêt long terme. Ça va nous amener sur cette première phase-là de remboursement.
où vous avez le prêt, dès le mois suivant, vous commencez à rembourser la mensualité du prêt long terme. Dans ce cas-là, on est à 1159 euros. Ouais, Et vous parce que là, payez je vois pas bien, moi, sur l'écran. Donc, c'est quelle Ah, d'accord. mensualité? C'est 1159 euros dans ce cas-là. Et D'accord. pour un prêt relais de 210 000 euros, vous allez payer les intérêts tous les mois de 262,50 euros. Okay, donc ça, c'est le coût réel du prêt relais. Tout pendant la période, si vous mettez 9 mois à vendre le bien, bah, vous allez avoir 9 fois 262,50 euros à payer. Donc, une fois que vous avez vendu le bien, juste, je t'interromps, ça coûte quand même beaucoup moins cher que c'était l'une des questions de Charles, là, de mon couple, là, enfin, de mon couple, de mes amis qui habitent à Lyon et qui ont ce projet. Ils posaient la question, ils s'inquiétaient de savoir s'il valait mieux au niveau financier pour eux faire la première option ou deuxième par rapport au prix que vont leur coûter deux déménagements plus la location par rapport au pré-relais. Le pré-relais, ça coûte quand même beaucoup moins cher que deux déménagements et une location. Et une location, on est d'accord. Il y a aussi un coût, un gain de temps, hein, parce que ça évite de faire deux déménagements et d'éventuellement de passer par un garde-meuble. Enfin, ouais, la fatigue. Le pré-relais, c'est vraiment quelque chose quand on a ce que je disais tout à l'heure, c'est le coup de cœur. On trouve le bien qui colle, qui est pas forcément facile à trouver, et on veut l'acheter tout de suite. En termes de coût par rapport à un scénario où vous passez locataire, en effet, c'est intéressant. Après, alors peut-être je finis par rapport une fois que vous avez remboursé le pré-relais, en fait, il y a deux choses qui se passent. Bah, évidemment, vous arrêtez de payer les intérêts du pré-relais. Donc là, dans ce cas-là, on repasse à une mensualité à 1159. Et vu qu'on a pris en compte que 70% de la valeur du bien, votre appartement, si vous l'avez vendu 300 000 euros, bah, une fois que vous avez remboursé le pré-relais de 210 000, il vous reste 90 000. Vous avez l'option de faire un remboursement anticipé partiel sur le prêt long terme. Et dans ces cas-là, ça ferait baisser le prêt long terme de 290 000 à 200 000. Ou vous avez l'option de garder l'argent si la mensualité du prêt long terme qui est en place vous convient. Voilà. Et ça, donc ça, c'est les phases du pré-relais. Alors peut-être on peut parler de ça, c'est les avantages du pré-relais. Il y a des inconvénients. Je pense que c'est important d'en parler. Il faut en être conscient avant de mettre en place un pré-relais. Le premier inconvénient, c'est que vous avez 24 mois pour vendre. Donc il faut pas se planter. Il faut pas se planter sur le prix de mise en vente. Il faut pas espérer le vendre 10% ou 20% du marché. C'est un coup à perdre du temps. Et à savoir que si vous n'avez pas vendu le bien au bout des 24 mois, bon, il y a toujours moyen de négocier avec sa banque, mais au bout d'un moment, la banque va arriver, saisir le bien, le vendre aux enchères, solder le pré-relais. Et là, ça se passe mal généralement pour l'emprunteur, parce que la banque va pas chercher à bien le vendre, elle va chercher à le vendre pour solder le pré-relais. Donc ça, faut éviter à tout prix, évidemment. L'autre inconvénient, et c'est un coup caché pour moi du pré-relais, c'est que psychologiquement, ça vous met la pression pour vendre. Et ça, c'est pas terrible en termes de négociation. Vous aurez plus de mal à refuser une offre un peu basse d'un acquéreur si vous avez la peur de ce pré-relais qui court, de pas arriver à le solder. Donc, d'un point de vue négociation et de comment se placer pour vendre, faut faire attention à ça. Ça met pas forcément dans les meilleures dispositions. Oui, c'est sûr que la première option, c'est vraiment plus la sérénité. On vend quand on veut, au prix qui nous convient, et de là, on part sur un autre projet. Donc, voilà, c'est complètement différent. Là, ça permet de ne pas passer à côté d'un bien qui nous plairait vraiment beaucoup. Et bon, comme tu dis, il s'agit de vendre rapidement. Donc, si ça se vend pas, bon, dans le cas de Charles et Amandine, apparemment leur appartement va se vendre très bien. C'est ce que des agences leur ont dit. Voilà, à partir du moment où le produit est recherché et au prix du marché, il n'y a pas de raison, enfin moi c'est ce que je dis à mes clients, il n'y a pas de raison de ne pas passer par un pré-relais si la banque vous l'accorde. Moi, ce que je conseille, c'est souvent aux gens, c'est s'ils ont un projet de pré-relais, mais qui n'ont pas encore testé le marché, c'est-à-dire leur bien n'est même pas, il n'y a même pas une annonce sur les sites, c'est de le faire tout de suite. Et déjà, on peut voir rapidement 1, 2, 3 semaines
tester un peu la température du marché. Oui. Si vous mettez le bien et que dans les 3 jours, vous avez 10 appels et 5 visites, ça sent plutôt bon. Si vous n'avez pas un appel en 3 semaines, là, faut se poser la question, faut se renseigner, faut aller voir Sophie pour vraiment trouver voir est-ce qu'il est réaliste de vendre ce bien en 2 ans. Oui, parce que oui, j'avais une amie comme ça, j'ai eu beau lui dire que sa maison était trop chère, c'était une maison qui était dans mon quartier et elle s'obstinait elle avait pris un prêt relais, elle s'obstinait à vouloir laisser sa maison elle l'avait mise à plus de 600 000 euros et finalement elle s'est vendue à 500 000, mais au bout de 2 ans, elle refusait de baisser et là c'était la cata parce qu'elle a été obligée de brader sa maison, quoi. C'est ça, c'est ça. Faut pas se mettre dans ces positions-là. Alors il y a une autre erreur à éviter. Bon, à la mise en place du prêt relais, la banque va demander plusieurs mandats de vente d'agents immobiliers parce qu'elle veut s'assurer que vous cherchez bien à vendre le bien. Mais par exemple, si vous avez un projet long derrière, si vous faites un prêt relais, derrière vous achetez sur plan ou vous faites construire, il faut pas s'amuser à ne pas mettre la maison en vente ou de refuser les visites, de gagner du temps en fait, parce que pour éviter la location. Parce que si vous faites construire derrière construire suite à un prêt relais, vous avez 1 an et demi, 2 ans. Dans la logique, il faut partir en location. Si vous jouez la montre, vous dites bah c'est bon, en fait ma maison elle va être construite dans 1 an, je peux attendre 1 an et la mettre en vente après, bah, c'est quand même un gros risque. Et c'est d'une manière générale, faut mieux l'éviter et bien chercher à vendre le bien le plus rapidement possible. Ce qui limite aussi les coûts d'intérêt intercalaires générés par le prêt relais. Oui, bien sûr. Ok, bon ben on a fait à peu près le tour de la question. Oui, je pense. Alors peut-être on peut parler un peu de la vente concomitante que tu as évoqué tout à l'heure, la vente en cascade. Ça se pratique beaucoup. Comme tu disais, il faut en fait il faut de la flexibilité des 2 côtés, aussi bien de votre acquéreur que de votre vendeur. Mais ça fonctionne aussi très bien. Alors ça, idéalement grouper les demandes de prêt, s'il y a des prêts à tous les maillons de la chaîne, grouper les prêts auprès de la même banque et auprès du même chef d'orchestre, c'est très bien. Ça rassure tout le monde. Et ça permet d'éviter, là c'est le meilleur des 2 mondes en fait, hein. On évite le prêt relais, on évite la location. Mais le gros risque, c'est que si quelqu'un se tape un refus de prêt dans la chaîne, bah, patatras, tout tombe par terre. Donc c'est pas parfait non plus. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Bon, et moi je voulais juste revenir sur la première option. J'avais oublié un inconvénient. Ce matin, je posais la question à ma fille. Elle me demandait sur quoi j'allais parler ce soir et je lui disais la question de vendre d'abord ou acheter ensuite ou l'inverse. Et je lui demandais à ma fille qu'est-ce que tu préfères comme option? Elle m'a dit acheter d'abord. Je lui dis pourquoi? Ça m'étonnait un peu. Elle me dit ah ben parce que sinon je sais pas si je vends d'abord, je sais pas ce que je pourrais acheter ensuite. Et c'est vrai que dans ce cas de première option, on a la visibilité, une sérénité financière. Par contre, on a moins de visibilité par rapport à ce qu'on pourra acheter après, puisqu'on connaît pas le prix de vente de son bien. Donc voilà, il faut en tout cas, comme tu dis, aller sur le marché et être certain, enfin avoir une idée précise, ou plus ou moins précise du prix de vente de son logement. Et puis également avoir une idée précise de ce qu'on cherche pour pas s'éparpiller et pas avoir de mauvaises surprises après une fois qu'on a vendu et on se retrouve. Nous, ça a été un petit peu le cas quand on a quitté la région parisienne il y a 15 ans maintenant. On a vendu notre maison, on habitait Châtenay-Malabry, on est venu s'installer à Aix, on a vendu notre maison à un prix qui nous convenait tout à fait. Quand on est arrivé sur Aix, on a eu quand même, on a un peu déchanté par rapport à ce qu'on pouvait s'acheter avec le prix de notre maison, parce que les prix sur Aix sont très très élevés. Donc cette première option, elle est compliquée, notamment quand on change de région. C'est pas évident. Voilà. Ouais, bah, surtout dans le coin avec toi où la demande est très forte et finalement assez peu de biens sur le marché. Donc c'est très vrai. C'est très vrai. Voilà. Alors peut-être mon conseil que je voudrais donner, c'est pour un prêt relais, un achat, est-ce qu'on vend avant, après, faites-vous conseiller, n'hésitez pas, hein, allez voir des professionnels, allez voir Sophie, vous pouvez me consulter pour tout ce qui est aspect financier. Tu pourrais donner
ton numéro, je l'ai pas affiché ton numéro. Faudrait que, je sais pas comment il Ouais, peut bah après, bon, s'afficher d'ailleurs. moi, je suis chez CAFPI, hein, on est le premier réseau de courtage en France, à l'agence d'Aix-en-Provence. Vous pouvez nous trouver sur Internet, vous appelez, vous demandez Bruno. Je mettrai un commentaire sur le live où je mettrai Allez, tes voilà, coordonnées. merci, c'est Ouais, gentil. ouais, Mais voilà. voilà, entourez-vous de professionnels sur un projet comme ça. Ne laissez rien au hasard. Et il y a rien de plus terrible que là de se lancer dans quelque chose et puis ça arrive au milieu du gué et s'apercevoir que Hum, ça passe pas, quoi. hum, hum. Ok, super. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ben, j'espère que si vous n'avez visiblement, il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui ont assisté à ce live, mais en tout cas, vous C'est le début, pouvez, c'est le si vous début. y avez pas si vous y avez pas assisté, vous pouvez le voir en replay. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et à me suggérer d'éventuels sujets qui pourraient vous intéresser. Il s'agit d'un rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis à 18h30. Je vous donne rendez-vous pour aborder donc un sujet relatif à l'immobilier ou parfois d'ailleurs ça pourra concerner également Aix-en-Provence ou le quartier où j'habite proche du lycée Cézanne. Je pourrais dans ces rendez-vous inviter d'autres personnes, comme parfois un diagnostiqueur, une architecte que je connais. Voilà, je réinviterai Bruno. On verra dans combien de temps, peut-être le mois prochain. Voilà, on va essayer Avec de faire plaisir. des rendez-vous mensuels pour aborder des sujets qui peuvent vous intéresser. Et ben voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker ma page, voilà, et puis à me faire vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine à 18h30. Et merci Bruno pour d'avoir consacré cette demi-heure à cette question. Et puis je te dis à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci Sophie. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir.